Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Adobe, France TV, Publicité, Prisma Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: quelle place pour le programmatique sur le marché audio ? Grâce à l'émergence de nouveaux équipements, à la démocratisation des smartphones, mais aussi de plus en plus d'adeptes durant la pandémie également, le marché de l'audio connaît une croissance fulgurante. Porté par l'apparition de nouveaux acteurs et par le développement de nouvelles technologies, les investissements publicitaires consacrés à l'audio ne cessent de croître. Radio digitale, podcasts ou encore plateformes de streaming, les inventaires audio numériques sont de plus en plus nombreux et leur monétisation bascule de plus en plus vers la vente programmatique. Afin de mieux comprendre la place qu'occupe le programmatique sur le marché audio, nous demanderons à nos invités quelle différence y a-t-il entre le podcast natif et la radio dans un plan média, quels sont les atouts et les limites de la monétisation des podcasts tant en programmatique qu'en opération spéciale. Quelles sont les attentes des agences et des annonceurs qui exploitent le format audio programmatique ? Et tout cela pour en discuter avec Raphaël Géronimi de Prisma Media, Nicolas Thorin de Audion, Jenny-Claire Béberian de AdSwiz. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'audio programmatique. Et pour cela, nous avons trois invités. Bonjour Janie. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Bonjour Michel. Bonjour Raphaël. Bonjour Michel. Et Raphaël, on va justement commencer par toi pour répondre à cette première question, qui est une question un peu personnelle, j'en mets quand même de temps en temps, mais je pense être aussi le porte-parole de ceux qui nous écoutent. Quelle différence entre le podcast natif versus la radio dans un plan média ? Je pense que c'est intéressant d'essayer de prendre de la hauteur et rappeler aussi ce que c'est déjà la radio versus le natif, parce que c'est un média qui est quand même assez nouveau. Donc la radio, c'est un média qui a toujours existé plus ou moins, c'est la radio traditionnelle. Ce qui se passe, c'est que les émissions vont être diffusées d'abord en live à la radio, pour ensuite être mises à disposition d'Internet en replay. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'audio du replay. A contrario, on a donc le podcast natif, qui lui est vraiment conçu pour être mis uniquement à disposition d'Internet. Donc il n'y a pas cette notion de d'abord être diffusé en live à la radio et ensuite sur Internet. C'est uniquement sur la radio, sur Internet, pardon. Et donc du coup, c'est important quand même de distinguer les deux, parce que dans leur méthode de consommation, c'est aussi différent. On va se retrouver avec des podcasts natifs qui vont être souvent plus courts. Les thématiques vont être différentes. On va être souvent sur du sexo, sur du bien-être, sur des thématiques relations hommes-femmes, la culture G, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Ça va être des personnes qui vont parler seules ou en tête-à-tête. Alors sur de la radio, on va être vraiment sur une logique d'émission avec plusieurs invités. Donc il y a vraiment des logiques qui sont différentes, et c'est ce qui fait aussi la différence entre les deux. Et dans un plan média, pour te répondre, en fonction des objectifs de campagne et des briefs des agences, on va plutôt se tourner vers l'un ou vers l'autre, évidemment. Une cible va être plus jeune sur du natif, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des objectifs de campagne des agences. Merci Raphaël pour cette clarification, c'était très important. Donc merci pour ça. De ton point de vue, Nicolas, la différence entre le podcast natif versus la radio, on a bien compris que sur la radio, notamment, il y avait cette notion de replay, et que le podcast natif était pensé uniquement pour être diffusé en podcast, mais tout ça dans un plan média, comment on fait la différenciation ? Je dirais, par rapport à ce qu'a dit Raphaël, c'est même encore plus large. C'est-à-dire que quand on va envisager un plan média audio-digital, il est à la fois sur un environnement qui va être sur les plateformes musicales. Il faut savoir qu'il y a plus de 50% des gens qui écoutent de la musique qui n'y sont pas abonnés. Et donc le modèle publicitaire, le modèle pour se faire rémunérer, c'est la publicité. On a après toute la partie radio, donc à la fois live et replay comme tu l'as expliqué. On a la partie podcast natif. Et puis il y a même un quatrième segment qui est en train de voir le jour. On y travaille d'ailleurs avec Prisma sur ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire que on va pouvoir aussi consommer maintenant soit un texte, enfin un article, il pourra être soit lu, soit écouté. Et donc tout ça, ça va nourrir un inventaire qui va être
très important qui va aller donc des plateformes aux radios, aux éditeurs de podcasts, jusqu'aux éditeurs de presse. Et donc dans un plan média global, on a maintenant plus d'1 milliard de possibilités ou d'impressions par mois de pouvoir toucher des gens. Et on a après plusieurs façons de les toucher. Soit on veut faire du reach avec une couverture très importante, soit on veut faire plutôt de l'affinitaire, et après on pourra aller l'enrichir avec de la data ou avec de la DCO pour pouvoir derrière soit toucher une audience bien spécifique, ou soit avoir une approche massive, comme on peut avoir le cas parfois sur des campagnes où les annonceurs viennent nous voir en nous disant « je veux toucher X millions de personnes en une journée ou 2 journées ». Merci Nicolas. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, dans cet univers audio, il y a une sorte de multi-format et cette fameuse nouveauté, c'est-à-dire d'écouter des articles au lieu de les lire, c'est quand même une avancée quand même certaine pour certains consommateurs comme moi qui n'ont pas le temps parfois de se poser et qui préfèrent courir plutôt que de se poser et lire. Mais effectivement, là derrière, sur un plan publicitaire, ça ouvre des horizons assez incroyables. Merci pour ces explications, Nicolas. De ton point de vue, Jany, c'est quoi ta vision et ta vision en ce qui concerne la différence entre podcast natif versus la radio? On a parlé aussi du replay tout à l'heure, et tout ça dans un plan média. Du coup, comme le disaient Raphaël et Nicolas avant moi, effectivement, la radio classique va apporter du reach et de la couverture à un plan média. Le podcast natif, lui, va apporter de l'affinité et de l'engagement du fait d'une relation qui est beaucoup plus immersive avec l'auditeur. Et donc, du coup, c'est vraiment complémentaire selon moi. Après, au niveau déjà du mode d'achat, ce n'est pas le même. En radio, on va acheter avec des coûts GRP. Sur le podcast natif, on est sur du CPM. Et je dirais également, la différence se fait au niveau des formats, qui sont... la palette de formats est beaucoup plus dite innovante sur le podcast, avec des formats comme le host read, qui va permettre en fait d'aller parler et d'avoir une relation beaucoup plus forte et engagée avec l'audience. Alors le host read, j'ai appris ça juste avant, je fais genre je connais, mais je viens d'apprendre ça en préparant l'émission. C'est l'animateur qui lit un bulletin publicitaire comme on le faisait en radio, mais c'est l'animateur du podcast qui lit le message publicitaire, on est d'accord? Exactement. Super, j'ai tout compris. Merci Jany. Alors, justement, maintenant qu'on a compris quelle était cette différence entre podcast, natif, radio et également cette multiplicité de formats à venir, bon, je vais quand même poser une question un petit peu challenging, c'est quels sont les atouts mais aussi les limites de la monétisation des podcasts, et là je parle des podcasts, tant en programmatique qu'en opération spéciale, de ton point de vue d'éditeur, Raphaël? Alors, déjà, nous, chez Prisma, on fait cohabiter les deux. On a les OPS et le programmatique. Aujourd'hui, les OPS, ça représente 70% de notre chiffre d'affaires à peu près. Donc, c'est quand même le levier qui draine le plus de chiffres. L'atout principal de ce levier, il vient de par son format. On va être sur des logiques de brand safety, de brand content, pardon. Et donc, du coup... Mais aussi de brand safety, puisque moi, c'est un lapsus très intéressant, parce que justement, l'annonceur sait dans quel environnement il va communiquer. Donc, on peut parler de brand safety tout à aussi. Fait. Tu as raison. Et donc, du coup, l'annonceur va pouvoir bénéficier de son propre podcast de marque. Et ça va être une occasion pour lui, et je pense que l'audio, c'est un des seuls, et les podcasts non natifs, c'est un des seuls médias qui le permet, de prendre la parole sur une temporalité aussi importante. Ça va être des épisodes de 30 minutes, entre 15 et 30 minutes, et on va avoir 3 à 4 épisodes. Donc, pour lui, prendre la parole sur des thématiques qui lui tiennent à cœur, et parler de lui de façon indirecte, c'est quand même très intéressant. Donc là, on est d'accord, on parle des podcasts type opération spéciale, des podcasts construits pour un annonceur. Exactement. C'est vraiment un accompagnement qu'on propose à l'annonceur dans ce cadre-là. Et ça, ce type de produit, c'est déjà 70% de ton chiffre d'affaires? Aujourd'hui, entre ça et ce qu'on appelle le sponsoring, j'allais y venir. Mais c'est vraiment les deux, avec le sponsoring, qui est donc dans des logiques de host read, ce que tu disais, où là, c'est vraiment un accompagnement sur mesure dans l'enregistrement du spot publicitaire. Et donc, ces deux formats-là proposent, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. La raison numéro 2 que j'identifie, c'est sur les tickets d'entrée. Sur les OPS, on va être sur des CPM qui vont être 3 à 4 fois supérieurs que sur du programmatique. On va très rapidement atteindre et dépasser les 60 €. Donc forcément, les tickets d'entrée sont plus intéressants. Et pour nous, éditeurs, une marque préfère très logiquement savoir qu'un podcast est sponsorisé
de sur ce levier parce que forcément, en termes de budget et de rentabilité, c'est plus intéressant pour lui. Merci Raphaël. Nicolas, les atouts et limites de la monétisation des podcasts en programmatique qu'en opération spéciale. Pour moi, le premier atout, c'est que... Et vous avez le droit de me parler des limites aussi quand même. J'en parlerai à la fin. Il y en a quelques-unes, c'est sûr. Mais le premier atout, c'est que c'est un format digital. Et ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est le 3e format de l'environnement digital. Après le display, la vidéo il y a 10 ans, il y a l'audio qui vient d'apparaître. Et pourquoi il est digital ? Parce que on l'utilise publicitairement avec toutes les technologies du digital. Un ad server, on peut le contextualiser, on peut y mettre de la DCO, on peut faire une programmation horaire, on peut faire plein de choses qui ont les mêmes KPIs que le digital. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas de clic. Mais par contre, c'est peu encombré. On a très très peu de pré-roll ou de post-roll, c'est-à-dire qu'on a une marque, un contenu. Et ça, c'est très valorisant pour les marques et c'est ce qu'elles viennent rechercher. La deuxième chose, c'est que c'est très immersif aussi. On est à la fois connecté dans la façon de le consommer, mais à la fois déconnecté. C'est-à-dire que c'est un média où on n'a pas son téléphone devant soi. Et c'est quelque chose de très important pour une marque. Ça veut dire qu'elle n'est pas invasive. On l'entend, mais on n'a pas cet effet visuel qu'on peut avoir qui devient de plus en plus insupportable parfois sur le digital. Et qui nous déconnecte complètement, comme tu le disais, de notre environnement. Donc, c'est un média qui est connecté, mais qui nous fait prendre un temps un peu plus libre et beaucoup plus immersif. Et puis, un KPI qui est très important, c'est qu'on a un taux de complétion qui est hyper important. On est à plus de 90%, c'est-à-dire que les gens écoutent la publicité qui va avec le contenu derrière parce qu'il n'y a pas trop de publicité. Donc il faudra aussi faire très attention et à s'autoréguler pour faire en sorte qu'on continue à avoir cet environnement qui est assez sain. Le côté un petit peu négatif, si on ne fait le focus que sur le podcast, c'est que pour l'instant, il n'y a pas un volume qui est très important. Si on regarde le classement ACPM qui sort tous les mois, on est à un peu plus de 20 millions de podcasts sur le podcast natif. Sur ce dont on parlait tout à l'heure, un environnement global qui est plutôt de l'ordre d'1 milliard. Donc c'est comment on peut à la fois toucher les bonnes personnes avec les bons contenus sur le podcast natif, mais aller plus loin avec tous les autres types de contenus et tous les autres types d'environnements qu'on a sur l'audio digital. Merci Nicolas pour ces précisions et l'explication de ces atouts et de certaines limites. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant de constater, c'est effectivement qu'il y a un engagement de l'utilisateur qui n'est pas anodin. Et puis, il y a aussi cette notion de quasi-exclusivité pour la marque qui se présente sur ce type de format. Et là encore, on parlait de brain safety, je parlais de lapsus tout à l'heure, mais c'est quand même une assurance en termes de sécurité, d'image de marque, etc., qui est quand même très, très intéressant à exploiter. De ton point de vue, Janie, les atouts et les limites de la monétisation des podcasts en programmatique et en opération spéciale. Les atouts, je vais un peu revenir sur malheureusement ce qui a déjà été dit, mais c'est vraiment les formats innovants, le fait d'avoir une personnalisation possible, puisqu'on peut adapter son message à notre audience, comme le disait Nicolas, la DCO le permet. On va pouvoir personnaliser le message en fonction de la météo, donc, où DCO, le guitare. Dynamic Creative Optimization. Parfait. Et du coup, on va pouvoir finalement adapter le message à notre audience, à la météo, où il se trouve, ce qu'il est en train de faire. Nous, chez AdWiz, on a aussi mis en place une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Podscribe, qui va permettre en fait tout simplement d'aller cibler les audiences sur la base du contenu qu'ils sont en train d'écouter. Donc, ils sont en train d'écouter un contenu, un podcast. Nous, on va via une analyse sémantique fine du contenu, aller pouvoir analyser et pouvoir aller contextualiser et cibler finalement le message de l'annonceur. Ça permet aux marques de tout simplement adresser et être sûr d'être dans un cadre de brand safety et d'aller finalement tout simplement traiter des sujets qu'ils désirent.
Au niveau des limites, effectivement, l'inventaire est une limite aujourd'hui, bien qu'on voit qu'il y a une démocratisation des usages et que du coup, ça grandit et l'inventaire grossit. Maintenant, je rajouterais comme limite l'absence de data, parce que comme on le disait, les podcasts, le contenu podcast est majoritairement écouté sur des plateformes d'écoute tierces, type Deezer, Spotify, Apple. Et donc, du coup, ces plateformes-là ne communiquent pas les données utilisateurs. C'est pour ça qu'on trouve des solutions via du ciblage contextuel notamment pour pouvoir adresser et toujours mieux cibler les campagnes publicitaires auprès de la bonne audience. Ce qui voudrait dire qu'en termes d'objectifs de communication, on est dans de la communication, du branding pur et moins dans une notion de performance au sens programmatique du terme, c'est-à-dire des taux de clic, etc., par exemple. Tout à fait. Très bien. Alors, justement, puisqu'on parle de taux de clic, d'efficacité, etc., c'est quoi les attentes des agences et des annonceurs qui exploitent le format audio programmatique? Ils viennent vous voir pourquoi? Alors, en programmatique, en l'occurrence, nous déjà, ça fait pas si longtemps que ça, puisqu'on s'est lancé au début de l'été. Donc là, on est en train de diffuser nos premières campagnes à la rentrée. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million d'écoutes disponibles en programmatique, répartis entre Prisma et Cerise, mais disponibles sur un même deal programmatique. C'est important de le préciser. Donc, ce qu'on se rend compte sur ces campagnes, c'est que aujourd'hui, la première chose, c'est qu'en programmatique, les agences viennent nous solliciter pour la diversité d'un cadre de diff. Ils vont pouvoir diffuser sur une 50aine de podcasts différents en nous sollicitant. Et du coup, cette diversification qui est faite dans le cadre de diff les intéresse énormément. On parlait tout à l'heure de brand safety, donc c'est le cas aussi. Chaque podcast chez nous est identifié à une marque qui est forte sur le marché. Donc ça répond parfaitement à cette problématique. Et pour te répondre en termes de KPI pur et dur, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, ça va être vraiment déjà le LTR, ce qu'on appelle le Listen to Rate, qui est l'équivalent du VTR sur la vidéo. Mais après, ce qui est important de comprendre sur l'audio, c'est que, à la différence d'autres médias, comme par exemple le display, on va être dans des logiques vraiment différentes. On ne va pas avoir une attention visuelle comme on va pouvoir l'avoir sur du display. On va avoir le téléphone dans la poche, on va mettre ses écouteurs et on va faire ce qu'on avait à faire, ou je vais être concentré sur le podcast. Donc il n'y a pas cette notion de clic, c'est ce qu'on disait, et il n'y a pas non plus de skip. Donc en termes de KPI, c'est quand même plus limité. Il y a vraiment cette notion d'audibilité, certes, de LTR, mais on est quand même sur des KPI plus limités, encore une fois, que sur du display. Merci Raphaël. En tout cas, ce qui est très étonnant, je ne m'attendais pas à ce que la diversité de diffusion soit aussi un atout, mais tu nous l'as très très bien expliqué. Je viens d'apprendre aussi un nouvel acronyme, le fameux LTR, Listen to Rate, qui est un moyen, si j'ai bien compris, de mesurer le taux d'écoute d'une certaine manière, c'est bien ça? Exactement. C'est vraiment le fait de savoir si l'écoute du pré-roll, enfin du message publicitaire, a été écoutée à 100% ou si ça s'est arrêté avant. Merci beaucoup Raphaël. Nicolas, de ton point de vue, de par les discussions que tu peux avoir avec les agences et les annonceurs, pourquoi ils exploitent, je parle vraiment de l'audio programmatique, pourquoi ils exploitent ce format-là? La première chose qu'on doit faire, c'est déjà de rendre les choses très simples. Ce qu'on essaye de faire ici. Hein. Exactement. Mais c'est aussi notre devoir d'expliquer à la fois, moi aux agences, qui connaissent beaucoup mieux cette approche-là qu'aux annonceurs, ce qu'est exactement l'audio digital et pourquoi ils peuvent venir faire de l'audio digital et quels vont être, on va dire, les objectifs d'une campagne. Et ça, c'est hyper important. Il ne faut pas qu'on redevienne très technique, avec des acronymes. Une erreur qu'on a faite sur le programmatique pendant très longtemps. Exactement. Je me souviens, à la naissance du programmatique, tu ne savais pas vraiment si tu faisais du programmatique ou pas, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Donc, ils viennent pour faire du branding, ils viennent pour émerger, pour être dans un environnement brand safety, et là, il est par essence ce brand safety sur la partie audio digitale, et derrière, avec des KPIs qui doivent être très clairs. Donc, on a ce LTR, on peut très bien donner le nombre de visiteurs uniques, la couverture sur cible, le nombre d'impressions, bien entendu, et puis on peut même aller plus loin avec des post-tests. J'ai l'exemple d'annonceurs qui viennent chez nous à des périodes où c'est très chargé sur le digital, et ils disent « mais je ne vais pas émerger dans un environnement purement digital, je vais donc activer cette partie audio digital et je vais quand même le mesurer derrière sur du post-test pour voir quels vont être les résultats. » Et
cette marque, ça fait la 5e campagne qu'elle vient faire chez nous sur des enveloppes budgétaires qui sont hyper importantes. Donc on voit que c'est à la fois être clair, avoir des KPIs qui sont bien définis à l'avance, et puis le mesurer sans qu'il y ait forcément le taux de clic. Très bien. Merci Nicolas, c'est extrêmement clair sur effectivement pourquoi les annonceurs viennent sur ce format, un besoin d'émergence, si j'ai bien compris, complémentaire à ce qui pourrait être fait sur d'autres supports digitaux d'une certaine manière. Jany, alors toi aussi, de par les observations que tu peux faire, les personnes que tu rencontres au niveau des agences et des annonceurs, c'est quoi leurs attentes quand ils exploitent de l'audio programmatique ? Ce dont on se rend compte, c'est qu'ils recherchent un inventaire qui est diversifié, qui est de qualité, qui est automatisé, donc vraiment une facilité d'accès, et la brand safety qui soit au rendez-vous. Après, ce qu'on voit, c'est que l'audio digital offre à nos annonceurs une façon de communiquer différente de la radio classique, puisqu'il va y avoir une personnalisation du message publicitaire, un ciblage beaucoup plus fin finalement, qui vont apporter beaucoup plus d'engagement et derrière des taux de mémorisation de l'audio qui sont nettement plus importants. Merci. Alors, on en arrive à la dernière question posée par moi. Après, vous aurez une question surprise. J'en parlerai tout à l'heure. C'est une nouvelle rubrique au sein de The Programmatic Society. Mais notre dernière question ensemble, quel est l'avenir du programmatique sur le marché audio ? Et je sais ce que tu vas répondre. Tu vas parler de la complexité, j'imagine, Nicolas, parce que tu disais que c'était une des erreurs de naissance du programmatique tel qu'on le connaît sur d'autres médias. Mais tu as certainement d'autres choses encore à nous dire. Mais Raphaël, de ton point de vue, quel est l'avenir du programmatique sur le marché audio ? En tout cas, nous, notre vision chez Prisma, c'est on est convaincu que l'audio va continuer à croître et on est convaincu surtout que le programmatique va petit à petit rattraper ce qu'on fait en OPS. On est vraiment persuadé que dans les années à venir, il va y avoir un rattrapage. Est-ce que tu n'as pas peur, excuse-moi de t'interrompre, parce que les opérations spéciales, c'est quand même en coût unitaire quelque chose d'extrêmement rentable. Est-ce que cette standardisation d'une certaine manière au niveau programmatique de l'audio ne devrait pas faire baisser les coûts ? C'est le risque, c'est évident. Personne ne peut nous dire que dans 2-3 ans, les CPM qu'on a aujourd'hui vont être les mêmes. Logiquement, ça pourrait tendre à baisser, mais après, il faut quand même garder en tête que l'audio, c'est un média qui est vraiment à part. On l'a très bien expliqué jusqu'à présent et ça justifiera toujours, je pense, d'avoir des CPM qui restent quand même supérieurs. Très bien. Et donc, pour revenir sur l'avenir, effectivement, pardon, je t'ai interrompu, mais ça m'est venu comme ça et je me dis, il faut que je la pose. Pas de problème. Pour te répondre, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une marge de progression qui est énorme. Programmatique va, on pense, rattraper. Et aujourd'hui, l'audio, de façon plus globale, ça représente encore 2 à 3% du chiffre d'affaires global display. Donc il y a une marge de progression qui est énorme, on en est convaincu. Et outre ça, si on regarde un petit peu ce qui se fait outre-Atlantique, les investissements qui prévoient d'ici la fin de l'année 2021, c'est de dépasser le milliard d'euros. Donc il y a et ce milliard va même être doublé, je pense, d'ici 2024 dans les projections. Donc évidemment que la marge de progression, encore une fois, elle est forte. Et on est convaincu que le programmatique va tendre à vraiment se développer. Après, il faut vraiment garder en tête qu'on aura aussi besoin d'une ouverture supérieure des plateformes d'écoute. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Jany. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Spotify, aujourd'hui, Apple Podcasts ne jouent pas toujours le jeu de la transparence sur le partage de la donnée. Et c'est important aussi. Nous, par exemple, on a à peu près 60% de nos écoutes qui sont faites sur ces plateformes. Et on aura aussi besoin qu'il y ait plus de transparence de leur part pour aussi développer le programmatique. Merci Raphaël pour ces précisions sur l'avenir. Nicolas, de ton point de vue, comment tu vois l'avenir du programmatique pour le marché audio ? En fait, mais un peu comme au début du programmatique, il faut qu'on passe d'un gré à gré automatisé, ce qui était un peu le cas au départ. Hein. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années où on me disait non, mais je fais toutes mes campagnes au programmatique, puis quand tu regardais, c'était juste l'outil qui était programmatique, utilisé. Mais sinon, c'était un OI qui était envoyé, avec une date de début, une date de fin, un volume. Donc c'est passé d'un gré au gré automatisé à une vraie façon d'opérer au niveau du programmatique. C'est-à-dire d'utiliser tous les assets du digital et d'utiliser toute la profondeur des inventaires pour pouvoir avoir un plan média qui soit
très très large et exhaustif. Je me fais l'avocat du diable, excuse-moi, je t'interromps, mais tu parles de toute la palette existant dans le digital, mais il y a une palette quand même essentielle qui a permis au digital justement de passer du gré à gré à quelque chose de vraiment automatisé en fonction des différentes informations. C'est la data qui n'existe pas forcément aujourd'hui sur On l'audio. peut l'enrichir. D'accord. On peut enrichir nos plans médias avec de la data. Nous, par exemple, on a signé un C'est bon de le partenariat. préciser. Hein. On a signé un partenariat avec Exclusif. On n'a pas de first party. On n'est pas éditeur. On peut pas avoir de. Par contre, on achète de la data pour pouvoir après cibler certains utilisateurs lorsqu'on nous demande de la data. Mais on peut faire que du contexte, que de la data, du reach ou les deux. D'accord. Ok, je t'ai interrompu. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ça j'ai des petites. Alors, donc, et l'avenir. donc, pour l'instant, on utilise plus, on va dire, un spot radio classique qu'on va pousser et le diffuser dans le digital. Mais plutôt en approche gré à gré. Je pense qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus des spots qui peuvent partir de la radio, mais qui vont être optimisés avec plusieurs pistes en termes de DCO pour se dire je vais pouvoir le contextualiser suivant le jour de la semaine, l'heure, le temps qu'il fait, l'endroit où je me trouve, ce que ne peut pas faire la radio, pour aller beaucoup plus loin. Et puis derrière, y mettre plus de complexité de trading en l'optimisant au fur et à mesure, en se disant j'avais une palette de créatives avec, je sais pas moi, une centaine de créas, il y en a 10 qui marchent, et je vais pouvoir aussi optimiser mon mode d'achat au fur et à mesure avec cette approche programmatique. Très bien. Donc, c'est vraiment essayer d'accélérer sur une vraie façon d'acheter programmatique. Merci Nicolas. Gianni, l'avenir du programmatique sur le marché audio, qu'est-ce que tu en penses ? Quelle est ta vision des choses ? Alors, il est très prometteur. Il faut savoir que chez AdWiz, on est un full stack technologique audio-centrique. Donc, on voit à peu près tout ce qui se passe au niveau global. Sur le marché français, l'achat programmatique est déjà très développé. Beaucoup plus développé que sur les autres marchés européens, d'ailleurs, par rapport aux achats digitaux, audio-digitaux. Chez certains publishers en France, on attend les 80% d'achats programmatiques audio par rapport à l'ensemble du marché. Donc, c'est déjà un bon point. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Nicolas. Je pense aussi que plus on va aller vers vraiment de la création de spots dédiés pour le digital, personnalisés avec plusieurs spots différents, et plus ça va aussi permettre de développer ce marché-là. Mais c'est un avenir qui est prometteur. Comme la vidéo, l'audio opère sa digitalisation, on n'en est qu'au début et la croissance va être fulgurante, je pense. Eh bien, fulgurante est également l'adjectif qui convient pour la prochaine rubrique, puisqu'il va falloir que vous soyez fulgurant au niveau de vos réponses. Super. Merci. Et c'est le moment donc de la question 100% média. Alors, je rappelle ce que c'est la question 100% média. Nous avons la chance d'avoir pour partenaire média la newsletter 100% média au sein du groupe Offre Média 100% média. Une question va vous être posée par Thierry Amar, fondateur de 100% média. Vous ne la connaissez pas. Je garantis à ceux qui nous écoutent que la question est inconnue pour vous. Je vous propose tout de suite d'écouter cette question et vous aurez chacun 1 minute chrono pour répondre à cette question. On commencera par toi, Raphaël. La question. Bonjour Michel, bonjour à tous. Voici la question 100% média. Chez nous, on adore les podcasts et l'audio. D'ailleurs, on vient de sortir une nouvelle collection qui s'appelle 100% Media Week, mais bon, c'est un autre sujet. La question est la suivante, c'est qu'en est-il de la rentabilité et de la monétisation des podcasts ? Finalement, on entend peu d'éditeurs qui arrivent réellement à rentabiliser leurs podcasts. Merci. Raphaël, top chrono pour répondre à la question de Thierry. Alors, je pense qu'on a parlé assez longuement de la différence entre les OPS et le programmatique. Je pense que la réponse, elle vient déjà de ce niveau-là. Les OPS sont forcément beaucoup plus rentables que le programmatique. Donc, si on reste dans une logique d'OPS, la rentabilité, elle est atteinte beaucoup plus facilement. On est, ce qu'on disait, sur des tickets d'entrée beaucoup plus hauts. Et dans ce sens-là, en tout cas, au niveau de Prisma, où 70% de notre chiffre d'affaires, il est sur ce levier-là,
la rentabilité est atteinte et aujourd'hui, c'est même un des médias qui est assez, voire un des plus rentables chez nous. Après, ce qui est vrai, c'est que si demain, on se développe de plus en plus en programmatique avec donc des CPM qui vont être plus faibles, peut-être qu'il faudra plus avoir une logique de masse parce que la diffusion et donc avoir un reach beaucoup plus important. Aujourd'hui, quand on disait qu'on avait 1 million d'écoutes disponibles mensuelles, c'est sûr que si on est sur une base 100% programmatique, la rentabilité sera peut-être un petit peu plus faible. Et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, il y a de nombreux éditeurs qui ne sont pas encore disponibles en programmatique. C'est parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources pour venir se développer et mettre à disposition le programmatique. Et ils préfèrent rester dans des logiques d'OPS qui sont pour eux donc beaucoup plus rentables. Merci Raphaël. Allez, on va dire que c'était sur le gong. Il fallait juste terminer ta phrase. Mais c'est pas mal. J'ai pas vu le chrono passer. Ah oui, c'est vrai. T'es un peu désavantagé par rapport à nos deux invités qui voient le chrono derrière toi. Ouais. Mais on va s'arranger pour régler ça. En tout cas, merci beaucoup Raphaël d'avoir joué le jeu. Nicolas, top chrono. Moi, je vais dire que c'est un peu comme dans le paysage audiovisuel. C'est combien coûte une production et quelle audience il y a derrière. Si ça coûte très cher et qu'il n'y a pas d'audience, ce programme-là ne va pas continuer d'exister. Donc, c'est comment un éditeur, on n'est pas éditeur, hein, nous on est là plutôt pour les aider à monétiser, c'est comment un éditeur arrive à produire un contenu qui va faire beaucoup d'audience et qui derrière va être donc plus facilement monétisable. C'est pour ça aussi qu'on a lancé ce produit de text-to-speech qui s'appelle Print Audio à destination des éditeurs, pour pouvoir transformer instantanément les 50 ou 100 articles qu'ils produisent chaque jour en contenu audio. Et donc, avec un player qui est disponible sur les pages, va pouvoir être écouté plusieurs milliers ou plusieurs millions de fois par mois. Donc c'est toujours une approche, on va dire, volumique d'un côté, et puis de l'autre côté, sur le long tail, pour avoir un inventaire où vous allez avoir moins d'écoute, mais beaucoup plus de profondeur. Merci Nicolas également sur le gong. T'as laissé terminer la phrase. T'as pas commencé une phrase, tu l'as terminée. Donc ça va, ça compte. Janie, ce sera pour toi le mot de la fin. Top chrono. Donc pareil, nous de notre côté, on est vraiment là pour aider nos publishers à mieux monétiser leur contenu. Donc c'est mettre en place des outils qui vont leur permettre de monétiser d'une meilleure façon et d'avoir une audience adressable entre guillemets de façon plus large. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre à disposition des formats innovants dont les CPM vont forcément être aussi plus intéressants. On a du voice interaction qu'on a mis à disposition de nos publishers. On va également avoir cette fonctionnalité qui est le Podscribe qui va répondre à l'intérêt d'aller cibler la bonne audience et pareil, donc du coup d'aller mieux monétiser son contenu. Je dirais qu'on les accompagne dans cette volonté-là de les aider à être rentables et mieux monétiser le contenu que nos publishers proposent. On est en accompagnement. Eh bien, ouais, c'est bien. Tu fais ça 10 secondes avant la fin. C'est parfait, C'est pas mal. Janie. Mais c'est très, très bien. Merci. Allez, juste le petit gong pour la... Voilà. Pour la forme, effectivement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, d'une part, d'avoir joué le jeu de cette nouvelle rubrique, mais surtout de nous avoir éclairé sur la place du programmatique sur le marché audio. C'est un marché qui ne fait que commencer. On a parlé du marché américain qui allait certainement doubler le milliard constaté aujourd'hui à l'horizon 2024, je crois. Donc, j'allais dire aux annonceurs, allez-y. Parce que là, c'est le royaume de la brain safety, c'est le royaume de la complétion, c'est le royaume également de l'augmentation de l'affinité entre celui qui vous écoute et votre marque. L'engagement, on pourrait même dire que c'est le média de l'engagement, effectivement, Janie. Donc, merci de nous avoir sensibilisés sur ces atouts. Et il n'y a pas de limite, en fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique sur le marché audio. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Adobe, France TV Publicité, Prisma Media et Smile Wanted pour leur soutien. Un merci également à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.